السلام عليكم الزول الفلاوين، الحمد لله راكم كاع بخير. اولا بغيت نشكر النواب الجزائريين اللي طلبوا من رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون انه ما يسنيش القانون المناجم الجديد اللي قدمه الوزير الثقافة المناجم سي محمد عرقاب، لانه هذا القانون المناجم يمس في السيادة الوطنية الجزائرية. وأيضا نزيد نشكر الأحزاب بي تي ار سي دي وجيل جديد اللي طلبوا أيضا من الرئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون أنه ما يسنيش القانون المناجم الجديد اللي يمس السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والحرية الدولة الجزائرية والحريات الشعب الجزائري. Donc je tiens à remercier un certain nombre de parlementaires algériens qui ont demandé aussi, avec trois autres partis politiques, le PT, le RCD et Gil Jadid, qui ont donc demandé au président de la République de ne pas promulguer la nouvelle loi minière, qui est une atteinte flagrante et délibérée à la souveraineté nationale algérienne. Vous savez, l'Algérie a des principes. Et un de ces principes fondamentaux et fondateurs, c'est la préservation de la souveraineté nationale. Et c'est la raison pour laquelle, tous les 24 février de chaque année, nous célébrons ensemble et de façon officielle la nationalisation des hydrocarbures, c'est-à-dire du pétrole et du gaz, acte qui a été mis à l'initiative de l'ancien président Feu Houari Boumediene, donc le 24 février 1971, afin que l'Algérie, au-delà de l'indépendance politique, puisse réellement avoir une indépendance économique et énergétique. Et ainsi, on ne peut pas être en contradiction avec cette célébration annuelle du 24 février 1971 en votant cette loi qui est exactement à l'inverse de ce qu'a fait le président Feu Houari Boumediene le 24 février 1971. Donc on ne peut pas d'une part dire que l'Algérie est indépendante au niveau énergétique en célébrant la nationalisation à hauteur de 51% du pétrole algérien et à hauteur de 100% du gaz algérien, et en même temps céder 80% des parts de l'État algérien à des multinationales étrangères, et nous nous réservons donc que 20%. Dans aucun pays au monde, on est qualifié d'indépendant ou de souverain ou de libre avec uniquement 20% des parts dans une société. Alors, je vois bien la manière dont les partisans de la 5e colonne des corrompus qui ont détruit et bradé les richesses de notre Algérie se défendent en disant oui, mais ces sociétés qui vont gérer les mines algériennes sont des sociétés de droit algérien, ce sont des sociétés qui vont payer des impôts à l'Algérie. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Mais dans ce cas-là, revenons à l'époque du colonialisme français. L'Algérie n'était ni indépendante politiquement, ni indépendante énergétiquement, ni indépendante diplomatiquement. On n'avait pas de passeport, c'était 100% français. Et pourtant, il y avait des Algériens qui travaillaient, on avait des routes, on avait des hôpitaux qui étaient permises grâce aux impôts des colons français. Mais soyons sérieux. Ou bien on est un pays souverain, libre, indépendant, ou bien on ne l'est pas. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Mais j'ai quand même répondu à ces détracteurs qui défendent les multinationales étrangères, incroyable. Avant, il y avait la mafia des 40 voleurs. Maintenant, nous avons la 5e colonne des corrompus qui bradent et qui détruisent les richesses de notre pays et les offrent aux multinationales. Incroyable. On ne va jamais guérir de cette 5e colonne qui est au cœur des institutions algériennes, au plus haut niveau de l'État algérien, notamment dans le secteur énergétique. Alors, j'ai répondu à ces détracteurs qui ne défendent plus la souveraineté algérienne en la rappelant, et je vais à nouveau en parler aujourd'hui,
qu'en 2007, il y a une entreprise qui a été créée qui s'appelle Tosyali Algérie. Non seulement l'Algérie n'avait pas 51% du capital social de cette entreprise, on n'avait pas 40%, on n'avait pas 20% comme la nouvelle loi minière, on avait 0% jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait 18 ans. Donc non seulement l'Algérie a 0% dans le capital social de l'entreprise Tosyali Algérie, et les actionnaires sont intégralement des Turcs, 100% du capital social de Tosyali Algérien appartiennent à 2 familles turques. Mais en plus de ça, l'État algérien, au travers de l'agence de promotion de l'investissement, l'AAPI, Agence algérienne de promotion de l'investissement, a accordé des avantages à cette société 100% turque en lui permettant de ne pas payer d'impôts pendant 8 ans. 8 ans. Donc, exonération fiscale, avantages douaniers. Donc, à ceux qui disent, mais non, on va avoir 20%, mais ces entreprises vont payer des impôts. Soyons sérieux. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Arrêtez d'insulter l'intelligence du peuple algérien. Arrêtez d'insulter l'intelligence de l'élite algérienne. Et surtout, arrêtez d'insulter la mémoire de nos 5 millions de chouhada. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Cette loi minière est indéfendable. Ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, ni sur le plan énergétique, ni sur le plan de la souveraineté algérienne. Indéfendable. Et à ce titre-là, je dis bien à ce titre-là, le président de la République, Sir Abdelmadjid Tebboune, qui inscrit sa politique diplomatique, économique, énergétique dans la philosophie de Feu Houari Boumedienne, ne peut pas promulguer cette nouvelle loi minière qui cède 80% des parts aux multinationales étrangères. Je dis bien, il ne peut pas. Et s'il la promulgue, il restera dans l'histoire de l'Algérie comme celui qui aura tourné le dos à la politique de souveraineté initiée par le président Houari Boumedienne, Rabbi Rahmou, le 24 février 1971. Et le président de la République le sait. Et c'est parce qu'il le sait, et parce que je sais qu'il fait l'objet d'énormes pressions de cette 5e colonne des corrompus qui ont bradé et détruit notre Algérie, et parce qu'il subit des pressions des multinationales, et parce qu'il subit des pressions de pays étrangers, et nous l'avons vu déjà dans la petite affaire de l'ancien haut fonctionnaire algérien au ministère de l'Industrie, devenu auteur à l'âge de 50 ans. Vous avez vu les pressions que subit l'Algérie depuis le 16 novembre 2024, juste pour un homme. Alors imaginez les pressions que subit le président algérien pour toutes les richesses minières de l'Algérie. Il doit subir des pressions matin, midi et soir pour brader 80% de nos richesses minières aux multinationales étrangères. Et c'est parce que je suis conscient de ces multiples pressions qu'il subit que j'ai décidé de défendre bec et ongle l'action anticorruption du président algérien Sir Abdelmadjid Tebboune et de le soutenir et de l'encourager à résister à ces pressions en refusant de promulguer cette loi minière qui risque d'être une tache noire. Je dis bien, cela risque de constituer une tache noire dans son bilan et les prochaines générations se souviendront de la décision qu'il va prendre dans les jours à venir. Vous savez, en politique, vous pouvez faire 99 choses de positives. Je dis bien, vous pouvez faire 99 choses de positives. Mais il suffit que vous fassiez une chose négative et l'histoire ne retiendra que cette chose négative, en oubliant les 99 autres choses positives que vous auriez faites. Et je vous prends un exemple. Vous savez que Feu Houari Boumedienne était un militaire. Il a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État organisé le 19 juin 1965. Il a gouverné le pays sans parlement, sans constitution, avec un gouvernement fantoche. Les libertés n'existaient pratiquement pas en Algérie, mais, il a fait une chose extraordinaire,
la nationalisation des hydrocarbures algériens le 24 février 71. Et c'est cela que l'histoire retient. L'histoire retient cette chose positive extraordinaire qui fait honneur au sang de nos martyrs et qui ont fait que l'Algérie a été respectée au niveau mondial. Et le peuple algérien a oublié toutes les choses négatives. Il a oublié les crimes d'État, il a oublié l'assassinat des grands révolutionnaires comme Mohamed Khider, comme Barqasem Krim. Il a oublié les arrestations des grands révolutionnaires comme Mohamed Boudia, Farhat Abbas, etc., etc. Ben oui, c'est comme ça que l'histoire fonctionne. Et c'est l'historien Rachid Nekaz qui vous le dit. Autant, quand vous faites quelque chose de positif et 99 choses de négatives, on va retenir, si c'est fort, la chose positive que vous avez faite, autant, quand vous avez fait 99 choses positives, mais que vous avez fait une chose extrêmement négative, c'est malheureusement cette chose extrêmement négative qu'on va retenir. Donc, je demande au président de la République, Cheikh Abdelmajid Tebboune, de bien réfléchir, de rester fidèle au serment des révolutionnaires de 1954, de continuer à défendre la souveraineté algérienne de la même façon qu'il l'a rappelé à plusieurs reprises, dans la continuité de ce qu'a fait le président Feu Houari Boumedienne le 24 février 1971. Et ainsi, je demande donc encore une fois au président de la République, Cheikh Abdelmajid Tebboune, à la suite du communiqué des trois partis politiques PT, RCD et Gilles Jadid, et à la suite de nombreux parlementaires algériens, de ne pas promulguer cette loi minière qui risque de constituer une tache noire dans son bilan pour les générations à venir. Et encore une fois, je rappelle le message du président de la République à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance algérienne. Il avait dit que la terre, le ciel et l'avenir des jeunes générations étaient inviolables. Et c'est au nom de cette inviolabilité de la terre, du ciel et de l'avenir des jeunes générations que je demande au président de la République, Cheikh Abdelmajid Tebboune, de ne surtout pas promulguer cette loi minière qui est une trahison au serment des révolutionnaires de 1954, au Shuhada Rabbi Rahim. Alors vous savez que la constitution algérienne permet au président de la République de demander une nouvelle lecture de ce projet de loi et ainsi gagner du temps et laisser les esprits reprendre leur identité patriotique et corriger cette trahison au serment des révolutionnaires de 1954. Donc le président de la République a deux choix. Ou bien il refuse de promulguer cette loi minière qui est une insulte au sang de nos martyrs, ou bien de demander une deuxième lecture au Parlement. Et c'est une grande juriste qui m'a invité à suggérer cette idée-là. Vous savez, je suis un homme public, je fais appel à différentes compétences autour de moi. Maintenant, cela dépend uniquement du président de la République, Cheikh Abdelmajid Tebboune, s'il veut rester dans l'histoire de l'Algérie comme un grand défenseur de la souveraineté algérienne, ou bien s'il veut rester dans l'histoire de l'Algérie comme celui qui aurait tourné le dos au serment de nos martyrs. Mais j'ai l'intime conviction, je dis bien, j'ai l'intime conviction que le président de la République aura l'énergie nécessaire, la force nécessaire et la foi nécessaire pour ne pas succomber aux pressions de cette cinquième colonne des corrompus qui ont bradé nos richesses aux multinationales et qui ont détruit l'Algérie lors des 4 précédents mandats de feu Abdelaziz Bouteflika. Ceci étant dit, je vais aujourd'hui consacrer cette vidéo à 2 pays très proches de l'Algérie, 2 pays frontaliers de l'Algérie dans le fameux Sahel. Ces 2 pays, vous les connaissez, sont dirigés depuis quelques années par des militaires. C'est le Mali et c'est le Niger.
Je vous ai toujours dit que l'avantage d'un militaire sur un civil, c'est que le militaire est soutenu par son armée. C'est un corps constitué. Vous savez, le grand sociologue et intellectuel du XIVe siècle, Ibn Khaldoun, parlait souvent de la asabiya. C'est l'esprit de corps. Un homme tout seul, un civil tout seul, ne peut rien faire s'il n'est pas soutenu par son clan. Et l'avantage des militaires, même s'ils arrivent au pouvoir de façon illégale et légitime, comme ce fut le cas pour Feu Houari Boumedienne, c'est qu'ils ont un corps constitué qui les soutient. Et l'avantage du Mali et du Niger, l'avantage de ces pouvoirs militaires, c'est qu'ils ont l'armée avec eux. L'armée, vous savez que c'est une structure pyramidale, hiérarchique, où les soldats, ou les sous-officiers, ou les officiers obéissent au chef, sans discuter. Et lorsque le chef d'une armée prend une décision, il n'y a personne pour remettre en cause sa décision, et c'est la raison pour laquelle Feu Houari Boumedienne a pu exercer son pouvoir sans partage entre 1965 et 1976, donc date à laquelle il a fait voter une constitution, la charte nationale, sans consulter qui que ce soit, sans parlement, sans constitution et sans gouvernement, sauf le gouvernement fantoche. Mais pendant ces 11 années, il a pris des décisions très importantes, salutaires. Je vous rappelle que la décision de nationaliser les hydrocarbures, donc Ta'amim al-Mahrouqat, du 24 février 1971, ce n'était pas une loi, c'était une ordonnance signée par le président Feu Houari Boumedienne, président autoproclamé. Donc ça, c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est évidemment toutes les lois liberticides dont je vous ai parlé précédemment. Donc l'avantage d'un militaire, c'est quand il décide quelque chose, mais rafch, à la belle oublière de l'ascar. Le désavantage d'un civil, c'est quand il prend une décision, ou quand il veut prendre une décision, il a beaucoup de pression derrière lui. Donc il manque d'assurance, il manque de confiance en lui. Bien qu'il soit élu par le peuple, mais le peuple n'est pas organisé, vous le savez bien, alors que l'armée est organisée. Le peuple, كل واحد يعطي رايه. Vous savez, الشعب خطرات معكم يوقف معك خطرات ينساك. كيما انايا على بالكم من 2014-2019 الشعب وقف معايا، من بعد كي شاب لي طحت نساني كاع، وحاشا لي ما يسحلش. هذا هو الشعب. الشعب كما قال لك حبيبنا والزعيم تاعنا طاهر الميسوم اللي كان نائب سابقا، واش قال؟ قال لك الشعب تونس به بصح ما تكلش عليه. سي فري. Alors que l'Askar, l'armée, c'est différent. L'armée obéit aux ordres. Je ne suis pas en train de vous faire la promotion du régime militaire, mais je suis simplement en train de vous dire que quand il s'agit des questions relatives à la souveraineté nationale, mieux vaut que ce soit des militaires qui prennent les décisions plutôt que des civils. Et je vais vous prendre un exemple. Vous vous en souvenez de Mohamed Mossadegh? Ça me dit quelque chose, Mohamed Mossadegh. Mohamed Mossadegh, c'était le premier ministre iranien, 51-53. Lui aussi avait nationalisé les hydrocarbures. Oui, il a nationalisé les hydrocarbures. Et qu'est-ce qui lui est arrivé après avoir nationalisé les hydrocarbures? Au bout de 2 ans, Mohamed Mossadegh Meskin, il a été victime d'un coup d'État. Et qui a fait le coup d'État? La CIA américaine et les Anglais. C'est lui, Mohamed Mossadegh. Il était civil, mesquin. Chab kan ma'ah. Mais quand les militaires vous tournent le dos, vous ne pouvez rien faire. Et malheureusement, l'armée du Shah, soutenue par la CIA américaine et les services secrets anglais, ont organisé un coup d'État. Et c'était fini. Pourtant, Chab kan ma'ah. Mais c'était un civil, c'était un intellectuel. واحد سيفيل، واحد مدني، واحد مثقف ما يدير والو ضد العسكر، ضد دولة أجنبية ما يقدر يدير والو. Je vais y revenir. Alors que le général élu démocratiquement, le général Lázaro Cárdenas, lui, a pu nationaliser 100% du pétrole mexicain. Je dis bien 100%.
Car non seulement il avait l'armée avec lui, mais il avait tout le peuple mexicain avec lui. Et oui, il était général, donc chef de l'armée, donc toute l'armée avec lui. Et il est en plus élu démocratiquement pour un seul mandat, 1934-1940. Parce que la constitution mexicaine à l'époque, c'était un seul mandat de 6 ans. Et pendant son mandat, il a nationalisé 100% du pétrole mexicain. Et il a expulsé les entreprises américaines et anglaises. Il fallait le faire, hein. J'ai dit bien expulsé. Lui, c'est pas 51%, c'est 100%. 100%. Parce qu'il avait la double légitimité. La légitimité militaire en tant que chef de l'armée et la légitimité démocratique parce qu'il avait été élu démocratiquement par une majorité écrasante du peuple mexicain. Et c'est ce qui lui a permis, 4 ans après son élection, c'est-à-dire le 18 mars 1938, de nationaliser 100% du pétrole mexicain jusqu'en 2011. 63 ans. Et aujourd'hui, le Mexique contrôle toujours 90% de son pétrole. 90%. Il n'y a que 10% des bénéfices qui vont à des entreprises étrangères. Uniquement 10% des bénéfices. Et non pas simplement 20%, comme la nouvelle loi minière. C'est bien de réfléchir un peu. C'est bien de comparer. Et je vais revenir à nos frères maliens et nigériens du Sahel. Vous savez qu'ils sont à une écrasante majorité musulmans, vous le savez. Nos frères maliens et nigériens sont musulmans, une écrasante majorité. Donc oui, les militaires au pouvoir ont pris le pouvoir par la force, comme Houari Boumediene, le 19 juin 1965. Mais ces militaires-là, au pouvoir, au Mali et au Niger, parce que vous n'avez pas que je prenne l'exemple du Maroc ou d'autres pays, ou le Mexique. Mais allez, vous savez, moi je m'adapte. Hein. Vous savez, je suis historien, donc je peux prendre des références dans le monde entier. Ça ne me pose aucun problème. Donc oui, c'est vrai que ces militaires ont brimé les libertés. Il n'y a plus de démocratie au Niger ni au Mali. Le président malien, Galek, maintenant... Je reste. C'était normalement une période de transition. Je reste. J'y suis, j'y reste. Mais allez, c'est leur problème. Comme disait un grand intellectuel malien que j'ai rencontré à Bamako en septembre 2023, chaque pays est libre de faire ce qu'il veut dans son pays. Donc je respecte. D'accord? Et je tiens à le saluer, M. Ousmane Diarra. À la grande salutation d'Alger. Donc nous allons parler du Mali et du Niger. Qu'est-ce que le Mali et le Niger ont fait dans le domaine des mines? Parce qu'on va rester dans le domaine des mines. Parce qu'apparemment, nous avons des mercenaires de la 5e colonne des corrompus qui continuent à défendre ce projet de loi. Maintenant, c'est une loi maintenant. Elle n'est toujours pas promulguée, mais c'est une loi. Où l'Algérie n'a que 20% des parts des entreprises minières et elle est contente apparemment. Ces mercenaires-là, parce que moi je les appelle les mercenaires de la 5e colonne, sont contents, راهم فرحانين باللي الجزائر السياده الوطنيه 20% برك هذا ما كان. Alors que Tosyali 100% ça appartient à des Turcs et apparemment ça dérange personne depuis 2007. Donc puisque ça dérangeait personne, alors continuons. Alors vous savez très bien ce qui se passe à l'étranger. On a vu avec la Sonatrach. La Sonatrach donne 7 milliards de contrats à la Saipem filiale de Eni et à Hong Kong on leur donne 198 millions d'euros de rechwa. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez très bien comment ça fonctionne. À chaque fois que vous voyez qu'en Algérie, une entreprise, dans une entreprise étrangère, l'Algérie minoritaire, ça veut dire qu'à l'étranger, il y a de l'argent qui est envoyé. Et malheureusement, la justice italienne et américaine l'ont prouvé. Farid Bejaoui, qui était l'intermédiaire entre les Italiens de la Saipem et le gouvernement algérien à l'époque, c'était Chakib Khalil, a reçu 198 millions d'euros qu'il a mis à Hong Kong et ensuite il a distribué à chacun. Voilà comment ça fonctionne l'Algérie. Malheureusement, pendant les 4 mandats de feu Abdelaziz Bouteflika, c'est comme ça que ça a fonctionné. C'est pour ça que la Sonatrach est une des entreprises les plus corrompues au monde. Et je ne suis pas fier de le dire, mais tant que le président de la République n'aura pas nettoyé la Sonatrach, nous aurons des problèmes. Nous aurons des problèmes. La preuve, 3 ministres de l'énergie ont été condamnés pour corruption. 3 ministres de l'énergie, ya Jamaat al-Khair, 3 ministres de l'énergie ont été condamnés pour corruption. Vous imaginez? 3 présidents de la Sonatrach ont été condamnés et emprisonnés pour corruption. 2 vice-présidents de la Sonatrach
condamnés et emprisonnés pour corruption. Donc vous voyez bien qu'on a un problème. Et ce problème-là, on ne l'a toujours pas réglé. Car il n'y a pas eu d'audit qui a été fait. Ni au sein du ministère de l'Énergie, ni au sein de la Sonatrach. Il n'y a pas eu de contre-pouvoirs qui ont été mis en place. Ni dans la structure du ministère de l'Énergie, ni dans la structure de la Sonatrach. Il n'y a toujours pas de conseil de surveillance à la Sonatrach. Ça veut dire que le président de la Sonatrach, il fait ce qu'il veut. Et personne ne peut lui dire le contraire, puisqu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Vous savez, dans les entreprises modernes, vous avez un conseil d'administration et un conseil de surveillance. L'un surveille l'autre. Sonatrach, ils ne veulent pas mettre en place un conseil de surveillance. Alors que depuis 2013, j'ai demandé à ce qu'il y ait la mise en place d'un conseil de surveillance. Alors, certains me disent, oui, mais Rachid, il ne propose pas de solution. Mais est-ce que vous plaisantez? Vous savez que j'étais candidat à la candidature aux élections présidentielles. J'ai présenté 2 programmes, politiques, économiques, diplomatiques, environnementaux, agricoles, etc. Et à chaque fois que je fais des vidéos, je fais des propositions. Alors, certains essaient de me discréditer. Vous perdez votre temps. Je ne lâcherai pas l'affaire de la souveraineté de l'Algérie dans le domaine du gaz, du pétrole et des mines. Je ne lâcherai pas. Pourquoi? Car je me suis engagé le 19 janvier 2025, lorsque j'ai retrouvé mes droits politiques, de défendre l'image de l'Algérie à l'international. Donc tout ce qui est lié à l'international, je vais parler et je vais défendre mes idées, bec et ongle, au nom des principes de notre pays qui reposent sur la souveraineté nationale. Donc tout ce qui est lié à la diplomatie et au contrat avec les multinationales, je m'exprimerai librement. Et personne ne me fera faire marche arrière, quelles que soient les conséquences. Mais je continuerai toujours à défendre l'action du président de la République dans le domaine de la lutte contre la corruption. Et je suis conscient que c'est dur d'être président. Je sais, par expérience, vous savez que j'ai fait un livre avec les 7 chefs d'État du G7, j'avais 26 ans, c'était en 2000. Et les présidents et chefs d'État m'avaient dit qu'ils subissaient d'énormes pressions des lobbies diplomatiques, des lobbies économiques, des lobbies financiers, des lobbies énergétiques, des lobbies nucléaires. Donc je sais comment ça fonctionne dans la tête d'un président, d'un chef d'État, que ce soit dans les pays dits démocratiques ou dans les pays dits autoritaires, car j'ai côtoyé ces personnes-là. Je sais que c'est difficile. Regardez la preuve. J'ai envoyé combien de lettres? Une 50aine de lettres. Al-Mouradia, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Énergie. Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucune lettre qui arrive? Aucune lettre n'arrive. Pourquoi? Parce que la 5e colonne, des corrompus, bloque l'arrivée des courriers. Vous le savez ou pas? La 5e colonne bloque. Car la 5e colonne est extrêmement puissante dès le niveau de la poste. Vous savez que le courrier qui est adressé au ministère ou à la présidence de la République n'arrive pas. Il n'arrive pas, le courrier. C'est pour ça que je fais des vidéos. Car le courrier n'arrive pas. Voici la triste réalité. Et vous ne recevrez pratiquement jamais d'accusé-réception. Jamais. Moi, je n'ai jamais reçu d'accusé-réception, ni d'Al-Mouradia, ni des principaux ministères algériens. Je dis bien jamais. Jamais. Jamais de lettre pour dire « nous avons bien reçu votre courrier ». Jamais. En 12 ans, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu d'accusé-réception officielle d'un ministère ou de la présidence de la République. Parce que tout est bloqué au niveau de la poste. Ça n'arrive pas. Surtout si vous défendez l'Algérie, évidemment. Le courrier ne va jamais arriver. Donc voici la triste réalité. Donc revenons au Mali et au Niger. Je vous ai dit les désavantages, les inconvénients d'un pouvoir militaire, c'est qu'il n'y a pas de liberté. Mais l'avantage d'un pouvoir militaire, c'est qu'ils ont le pouvoir d'imposer leurs décisions. Eh bien, bismillah. Restons dans le domaine des mines, n'est-ce pas? Puisque c'est le sujet d'actualité. Dossier du Point, 6 pages. C'est un magazine français. Regardez le titre. Lisez bien le titre. Le bras de fer à haut risque du Mali avec les géants étrangers. Vous imaginez le Mali? Petit pays, petite armée, petite économie. Le Mali a décidé d'engager un bras de fer avec les multinationales étrangères. Vous savez que l'or représente 10% du produit intérieur brut malien. En gros, 10% de la richesse intérieure malienne. C'est un peu comme le phosphate au Maroc. 8 à 10% du phosphate
8 à 10% du PIB est représenté par l'exploitation du phosphate, contrôlée à 100% par l'État marocain. Ah oui, ça vous a fâché ça aussi. Hein. C'est pour ça que, puisque l'exemple du Maroc vous a fâché, ben, je vais vous parler du Mali. Ben oui, Mali et Niger. N'est-ce pas? C'est nos frères, n'est-ce pas? On n'a pas de problème. Hein? Tout petit peu, mais on n'a pas beaucoup de problèmes. Et là, il parle bien de souveraineté minière. Souveraineté minière. Mali. Mali. Je salue mes frères maliens. En revendiquant une pleine souveraineté sur ses ressources minières, je répète, en revendiquant une pleine souveraineté sur ses ressources minières, le pouvoir malien s'engage dans un bras de fer avec ses partenaires traditionnels. Regardez, ça date de quand? 31 juillet 2025. Ça fait pas longtemps, 31 juillet. Hein, c'est tout frais. 31 juillet. Ça, c'est le magazine Le Point, vous pouvez vérifier. Le Point, ils ne sont pas contents avec les Maliens, vous savez, c'est les Français. C'est là où travaille notre ami Kamel Daoud. C'est lui qui refuse de se rendre en Algérie. Au fait, sa maman est morte, Rabbi Rahama, donc toutes mes condoléances à la famille de Kamel Daoud. Et en plus, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que le pouvoir algérien l'a empêché d'honorer la mémoire de sa maman, d'aller à ses obsèques, à ses funérailles. Mais personne ne vous a interdit d'y aller. Personne ne vous a interdit d'y aller, monsieur Kamel Daoud. روح لبلادك. روح قدام المقبرة. Il faut y aller. Et puis après, il faut assumer, bien sûr. Il faut répondre à la justice algérienne. Mais personne ne vous a empêché d'aller en Algérie pour honorer la mémoire de votre défunte maman, Rabbi Rahama. Personne. Et dans la presse, ils s'amusent à dire « Le pouvoir algérien m'a empêché d'aller aux funérailles de ma maman. » عيب عليك, عيب عليك. روح, راك راجل, راك الجزائري, non? عندك النيف. Vous savez, quand je lis ça, j'ai envie de... Je suis choqué. Vous avez reçu une interdiction des autorités algériennes pour vous rendre en Algérie? Non. Vous n'avez reçu aucune interdiction. C'est parce que vous avez eu peur. Parce que vous êtes un lâche. Ouais, vous êtes un lâche. Même à l'enterrement de votre maman, Rabbi yarhamha wa yassa alayha, wa Rabbi inshallah yaftah alayha al-abwab al-jannah inshallah, vous n'avez même pas eu le courage d'aller à l'enterrement de votre maman. Et vous vous considérez comme un héros. Ah, je ferme la parenthèse. Ça, c'est par rapport au Le Point, le magazine où travaille Kamel Daoud. Écoutez-moi bien. En 2023, donc, l'or représentait à lui seul près de 10% du produit intérieur brut. C'est ce que je viens de vous dire. 10% du produit intérieur brut. En 2023. Donc, c'est le pilier de l'économie malienne. Mais les Maliens, ils ont dit le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a que 20%. Ils n'ont que 20%. Regardez, ils n'ont que 20% de leur or. Les Maliens n'ont que 20%. Vous savez depuis quand? Depuis 1991. Depuis 1991, avec l'ancien président qui avait fait un coup d'État, Amadou Toumani Touré. À l'époque, c'était le libéralisme. Et donc, l'État n'avait qu'une participation de 20%. Depuis 1991, vous voyez? 20%. Et les multinationales étrangères, en l'occurrence, c'était une boîte canadienne qui s'appelle Barrick Gold. Regardez, Barrick Gold, c'est une entreprise canadienne. Elle avait 80%. Donc, en clair, le ministre de l'énergie algérien, M. Mohamed Arqab, veut appliquer le code minier du Mali qui date de 1991. Mais le Mali, on sait qu'il n'a pas d'argent, mesquine. Il n'a pas d'argent, il n'a pas beaucoup d'ingénieurs, il n'a pas de technique et pas de technologie. Mais l'Algérie, elle a 63 ans d'indépendance, l'Algérie. L'Algérie a formé des milliers d'ingénieurs, elle a formé des milliers d'Africains dans les universités. L'Algérie a l'Institut algérien du pétrole, elle a énormément d'instituts de recherche, l'Algérie a 72 milliards de réserves de change. Ya Mohamed Arqab. C'est pas comme le Mali, en 91, le Mali m'a un la Ghaleb. Donc il était obligé de donner 80% à l'entreprise canadienne Barrick Gold pour exploiter son or. C'est pour ça que le Mali en 91, bon, j'étais au Mali, ah bah oui, quand vous allez à Bamako, vous sortez de l'aéroport, il y a plus de route goudronnée, vous savez ou pas? Vous faites quelques kilomètres, bah oui, il faut aller sur le terrain pour le voir. La Ghaleb, le Mali, il a beaucoup souffert le Mali. C'est
c'est des hommes très nobles, très chaleureux, très hospitaliers, mais il manque beaucoup. Il y a un déficit en termes d'infrastructure. Vous baladez dans la rue, vous voyez les vaches qui coupent la route. C'est ça aujourd'hui, la capitale du Mali. Donc c'est normal qu'en 91, le Mali qui n'avait pas l'argent nécessaire pour développer son industrie aurifère, c'est-à-dire l'or, a été obligé de céder 80%. Et l'État n'avait que 20%. La râle, comme on dit chez nous. La râle, il n'y avait pas le choix. Mais pour ça, il faut aller sur le terrain. Donc vous êtes en train de me dire, M. Mohamed Arkab, et les députés, les sénateurs qui ont signé, que l'Algérie se trouve à la même situation que le Mali en 1991. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien. Et donc c'est pour ça qu'ils étaient obligés de donner 80% à une entreprise canadienne. Donc on n'a pas d'argent, on n'a pas de technique, on n'a pas de technologie. C'est-à-dire 63 ans d'indépendance, on n'a rien. Donc bientôt, même le ministre de l'énergie ne sera plus algérien, il sera canadien, ou français, ou italien. Et le président peut-être qu'il sera, je ne sais pas, il sera suisse, ou autrichien. Ah bah oui, si on n'est pas capable de gérer nos mines, ça veut dire que nos gouvernements est incapable de gérer le pays. On est d'accord, c'est logique, non? Vrai ou faux? On va faire comme au football, on va mettre un sélectionneur étranger. Donc on aura un président étranger, un gouvernement entier étranger, des députés étrangers, des sénateurs étrangers, des fonctionnaires étrangers, des ingénieurs étrangers. Ben oui, parce que parti comme on est parti, nous allons tout droit vers le retour au protectorat ou au colonialisme. Ben oui, monsieur Mohamed Arkab. Voici les conséquences de ce que vous dites. Parce que quand vous dites qu'on n'a pas de technique, on n'a pas de technologie et que l'exploitation des mines demande beaucoup d'argent, donc ça veut dire que 63 ans d'indépendance est un échec total. Voilà. Voici les conséquences de vos déclarations, monsieur le ministre. Donc, le ministre de l'Algérien de l'énergie veut nous ramener à la situation du Mali en 1991. Voilà, 1991. Le président qui a fait un petit coup d'État éclair a donné 80% aux étrangers. Il a laissé que 20% aux Maliens. Comme aujourd'hui en Algérie. Exactement la même situation. Donc maintenant, je veux savoir ce qu'a décidé le nouveau pouvoir malien. Oui, bah oui, il faut analyser. Vous savez, j'ai le temps. Hein. Encore une fois, je vous ai dit, j'ai le temps. Donc je vous ai dit, l'entreprise canadienne Barrick Gold, qui est située à Toronto, a 80% depuis 91. On est d'accord? 80%. Comme ce que veut faire le nouveau code minier algérien. Mais le nouveau pouvoir malien, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il dit non. Depuis 2023, il a fait voter un nouveau code minier. Il y a 2 ans. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce code prévoit une participation étatique potentielle rehaussée à 30%. Donc, vous voyez, ils avancent par étapes, hein, les Maliens. 20, ils ont dit non. 20, c'est fini, Galom, c'est fini. Nous, on veut maintenant 30%. Voilà. Le nouveau code minier du Mali, il prévoit de passer de 20 à 30%. Vous savez lire? Mais c'est les députés, sénateurs, ministres de l'énergie qui ont bradé 80% des richesses minières de l'Algérie. Même le Mali, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de technique, en tout cas, peu de technique et peu de technologie, même lui, il a dit, non, il est hors de question de donner 80% aux étrangers. On va leur donner que 70% et l'État malien va avoir au moins 30%. Vous avez vu? 30%. Ça vous va comme comparaison? Ça va? J'ai vu que l'histoire des phosphates marocains vous a fait un peu mal à la tête. Mais là, je suis redescendu. Voilà, Mali, Niger. Et on va prendre le temps. Hein. On va prendre tout notre temps. C'est Mermler. Hein. Ça, c'est le nouveau code minier de 2023. Écoutez-moi bien ce qu'ils ont fait les Maliens. Incroyable. Galec, les lignes bougent également d'un point de vue réglementaire. Car jusqu'alors, la gestion des différences, c'est-à-dire des problèmes entre l'État et les entreprises multinationales. Donc, jusqu'alors, la gestion des problèmes entre l'État et les entreprises multinationales avait été presque entièrement déléguée au CIRDI. C'est quoi le CIRDI? C'est un organisme qui dépend des instances internationales, donc, dont le centre de gravité est entre Paris et Washington, le CIRDI. En gros, c'est l'arbitrage international, un peu à chaque fois. On a perdu 95% des arbitrages internationaux. Tribunal arbitral de Paris ou de Genève. Chaque fois, on perd 95%. Donc, les Maliens, ils ont compris. Ils ont dit non. Dès qu'on a un problème maintenant entre
l'État et une entreprise étrangère, c'est plus l'arbitrage international. Ça va se passer au Mali. Écoutez-moi bien. Mais depuis la réforme du code minier de 2023, l'État malien est reconnu comme compétent pour arbitrer les contentieux relatifs au secteur extractif, c'est-à-dire minier. Regardez, bah oui, les Maliens, ils ont tiré la leçon de l'Algérie. L'Algérie, elle perd à chaque fois 95% des procès à l'étranger. Maintenant, dans le code minier, il y a marqué que si on a un problème, si on veut changer d'avis, par exemple, entre l'État malien et les multinationales, eh ben, dans le code minier, il y a marqué ce sont les tribunaux maliens qui vont décider, et pas les tribunaux arbitraux, la cour arbitrale à Paris ou à Genève. C'est fini, ça va se passer à Bamako. Vous avez vu l'intelligence des Maliens? Vous avez vu l'intelligence des Maliens ou pas? Vous savez que c'était la même chose quand Boumediene, feu Houari Boumediene est arrivé au pouvoir. Il a dit, s'il y a un problème, il y a un contentieux entre l'État algérien et les multinationales, ben, ça va se passer à Alger. Ben oui, mais nous, entre-temps, on a fait marche arrière. Ben oui, nous c'est le libéralisme. Voilà. افتحوا الابواب افتحوا الابواب سياسه الانفتاح. دونك الخارج راه يحكم فينا. كي عندنا مشكل تجاري بين الجزائر وشركه اجنبيه، شكون يحكم تحكم العداله في الخارج ماشي الجزائر. Eh oui. Regardez les Maliens comme ils sont intelligents. Incroyable. Hein. Moi je dis bravo. Bravo, bravo, bravo. Donc voilà ce qu'a fait le Mali, première étape. Donc première étape, ils ont changé le code minier, ils sont passés de 20 à 30% pour le Mali et de 80 à 70% pour les multinationales. Ça c'est étape 1, vous savez, ils travaillent par étape. Deuxième étape, s'il y a un problème avec les entreprises étrangères, le problème va être réglé au Mali, mais pas dans les juridictions internationales. Maintenant, troisième étape. Le Mali a décidé de mettre en place une raffinerie pour traiter l'or. Vous savez, l'or, d'abord, il est brut. Après, il faut une raffinerie pour qu'il soit vendable, à l'étranger notamment. Ça devienne des bijoux, par exemple. Et regardez ce qu'a fait le Mali. Nouvelle raffinerie d'or. Le Mali troque, c'est-à-dire il échange. C'est 20% de participation symbolique, parce qu'avant, il n'avait que 20%, contre 62%. Oui, vous avez bien lu. Ça, c'est 360 Afrique. Le Mali a échangé les 20% symboliques qu'il avait, mesquine, et là, maintenant, il a décidé de prendre la majorité écrasante, même pas 51, 62%. C'est lui qui décide, dans l'or, dans la nouvelle raffinerie du Mali. Ça, c'est des souverainistes. Ça, c'est des hommes, d'argaz, comme on dit. هذوما الزعماء ماشي كيما الوزير الطاقة والمناجم والنواب في الابي ان ومجلس الامه اللي قالوا حنا 20% برك هذا ما كان. Le Mali قال لك c'est fini 20%. Maintenant c'est 62% dans la raffinerie d'or. Vous savez que l'or c'est une mine. Ben oui, l'or c'est une mine, non? Donc nous on va céder 80%. Le Mali قال لك non, moi je prends 62%. 62%. Comme tu fais là là. Non, ça vous fait rien? Ça vous fait rien du tout? Allez, une autre information dans le même domaine. Agence éco-financière. Le Mali s'assure 62% des parts dans la première raffinerie d'or nationale. 62%. C'est dans toute la presse africaine, européenne, mondiale. Regardez le Mali. Ça, c'est un vrai pays. Un vrai pays qui défend la souveraineté nationale. ماشي كيما حنايا les mercenaires تاع la 5e colonne قال لك non c'est bien 20% بزاف الحمد لله بركه في القليل. قانون مناجم الجزائر تاع الشهداء ربي يرحمهم يمد 20% الدوله الجزائريه برك و80% الشركه الاجنبيه. يا رب الكريم الجزائر كي كانت وكي ولات. المالي شوفوا المالي اش راه يدير. Regardez le Mali ce qu'il fait. Regardez le Mali. 62% de la raffinerie appartient à l'État malien. Et à qui appartient les 38%? Je vais vous le dire. À une société russe. Ben oui. Les Russes, ils respectent les Maliens. Ils ont décidé de construire une raffinerie d'or, donc 62% pour le Mali et 38% pour la Russie. Non.
20% pour l'Algérie, 80% pour Total, Eni, Sopin, chez moi, comment il s'appelle déjà? Sinopec, Halliburton, Schkunfani, Exxon, Chevron. Et ça tourne bien dans la tête des décideurs algériens. Là, Benatna. Vous êtes bien dans votre tête, ça va? Vous êtes conscient de ce que vous faites? Le Mali, 62%. Et nous, 20%? Mali, c'est un petit pays, hein? Un grand pays par l'histoire, mais un petit pays au niveau économique. 62% et nous, c'est 20%. Et vous croyez que ça va bien dans votre tête. Vous avez votre costume, votre cravate, chemise blanche, vous avez un passeport algérien, en plus vous avez un passeport diplomatique, et vous êtes en train de brader les richesses du pays, vous croyez que c'est intelligent ce que vous faites. Hein? Et le Mali, c'est quoi là? Le Mali mieux que nous. Mali. Le Mali, nos grands pays frères, le Mali est mieux que l'Algérie. 62% de la raffinerie d'or contrôlée par l'État malien. 62%. Le Conseil des ministres du 28 mai 2024 au Mali a adopté un décret fixant la participation de l'État au capital de la raffinerie d'or nationale à 62%. Ah oui, ils ont un vrai Conseil des ministres qui défend le pays, qui défend la souveraineté nationale. Nous, on a un Conseil des ministres qui 20% pour l'Algérie. 20%. Le Mali, 62%. Les conseils des ministres du 28 mai 2024. Ben oui, ils ont un gouvernement qui défend la souveraineté nationale. Ils ne la bradent pas. Il n'y a plus de parlement, il n'y a plus rien, donc c'est le gouvernement qui... Vous savez, le conseil des ministres, c'est la même chose qu'au temps de Feu Houari Boumediene. Il n'y avait pas de parlement, pas de constitution, mais ils avaient un conseil des ministres et c'est le président qui décide. C'était Feu Houari Boumediene. Là, c'est pareil. C'est la même stratégie. Les militaires, ils prennent la décision, mais qu'est-ce que là? Qu'est-ce que hadra? D'une capacité de production annuelle de 200 tonnes d'or, il s'agit d'un projet mené avec la société russe Yadran. Donc les Russes ont 38% et l'État à 62%. Ben oui, encore une fois, je vous le dis, l'inconvénient d'un pouvoir militaire, c'est qu'il n'y a pas de liberté, mais l'avantage d'un pouvoir militaire, c'est qu'il défend la souveraineté. Il faut choisir, liberté ou souveraineté? Vous choisissez quoi? Nous, on a quoi? Ni liberté, ni souveraineté. Waouh. Et en octobre 2024, la présidence malienne a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Yadran, le russe, pour la construction de cette raffinerie d'or. Je répète, le Mali a 62% de sa raffinerie. Non. Donc maintenant que je vous ai fait une belle présentation du Mali, pays qui défend la souveraineté nationale, comme à l'époque de Feu Houari Boumediene, maintenant nous allons parler de nos amis du Niger, deuxième pays frontalier avec lequel nous avons des frontières. Bismillah, on y va? Alors, le Niger. Vous savez que le Niger, sa principale richesse, c'est l'uranium. L'uranium, c'est avec ça qu'on fait l'énergie nucléaire. Vous êtes au courant. Blamangolko. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé au Niger? Pareil, c'est un pouvoir militaire. Je vous ai dit, l'inconvénient du pouvoir militaire, c'est qu'il n'y a pas de liberté. L'avantage d'un pouvoir militaire, c'est qu'il défend la souveraineté. Alors, 19 juin 2025, ça vous rappelle quelque chose, 19 juin 2025? Chez nous, c'était le 60e anniversaire du coup d'État de Feu Houari Boumediene, 19 juin 1965. Qu'est-ce qu'a fait le Niger le 19 juin 2025? Les autorités nigériennes annoncent la nationalisation d'une filiale de la société française Orano. Orano, c'est quoi? C'est l'uranium. À l'époque, ça s'appelait Arefa. 19 juin
2025. Donc, pour fêter le 60e anniversaire du coup d'État militaire de feu Houari Boumedienne, ben, le Niger, pareil, pouvoir militaire, lui, il a fait un acte de souveraineté. Il a nationalisé à 100%, 100% l'usine d'uranium de la France, Orano. 100%. Qui dit mieux? Regardez ce qu'a dit le pouvoir du Niger. Les Français l'appellent régime militaire. Moi, je préfère parler de pouvoir militaire. Face au comportement irresponsable, illégal et déloyal d'Orano, donc société française, détenue par l'État français. L'État français. Donc, je répète, face au comportement irresponsable, illégal et déloyal d'Orano, société détenue par l'État français, un État ouvertement hostile au Niger, l'État du Niger décide en toute souveraineté de nationaliser la société Somaïr, ou Somer, S-O-M-A-I-R, a indiqué la télévision nationale qui faisait le compte-rendu du Conseil des ministres. Par cette nationalisation, les actions et le patrimoine de la Somer, ou Somaïr, sont intégralement transférés en toute propriété à l'État du Niger, poursuit la radio-télévision du Niger, qui précise que les détenteurs d'actions bénéficieront d'une indemnité de compensation. C'est pas beau ça? 100%. 100%. Le Niger, petit pays, faible revenu, a décidé de nationaliser la société détenue par l'État français dans l'uranium à 100%. Et l'Algérie, le pays des 5 millions de chouhada, a une fortune colossale. Nous avons 72 milliards de dollars de réserves de change. Qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous faisons l'inverse. Nous étions à 100% avec la loi minière de 2014, comme le Niger aujourd'hui. Nous avons donné avec le sceau de la loi, c'est-à-dire la loi algérienne, ya Rabbel Karim, avec le vote des sénateurs, le vote des députés, et avec la pression du ministre de l'énergie, M. Mohamed Arkab, nous avons donné 80% aux étrangers, et nous avons gardé que 20% pour l'Algérie, alors que le Niger, petit pays, je le rappelle, aux faibles ressources financières, très peu de technique, très peu de technologie, il a pris 100% du capital de la société détenue par la France au Niger. Vous savez combien la France possédait dans cette société? Dans la société sommaire. L'exploitation de l'uranium au Niger est au centre du bras de fer entre la junte militaire, qui a pris le pouvoir en 2023 à Niamey, donc capitale du Niger, et le groupe français Orano, donc spécialisé dans l'uranium, anciennement Areva, dont le capital est détenu à plus de 90% par l'État français. Donc Orano est détenu 90% par l'État français, on est d'accord. Niger, petit pays, pas d'armes nucléaires, pas de siège à l'ONU, ni permanent ni non permanent, très faibles ressources. Il s'attaque à la France, puissance nucléaire, siège permanent à l'ONU, qui fait partie de la communauté européenne, qui fait partie de l'OTAN. Il dit à l'Algérie, pardon pour le lapsus, le Niger dit à la France, dégage, dégage, Galha, dégage. Moi, je prends 100% de la société qui gère l'uranium dans mon pays. Ça, c'est un pays souverain. Ça, c'est un État souverain. Ça, c'est une décision souveraine. C'est pas de donner 80% aux multinationales. Regardez. Ça, c'est des pays souverains. Ils ont une fierté, ils ont un NIF, qui a fait la gloire de l'Algérie. Aujourd'hui, NIF Tana, il a été fondu à 80%. Maintenant, il ne reste que 20% de NIF. Ça fait mal ou pas? Est-ce que ça fait mal?
Et ce même jour, écoutez-moi bien, ce même jour où l'État du Niger a décidé de nationaliser 100% de la société sommaire qui gère l'uranium au Niger, le même jour, il y a eu une attaque. Comme par hasard, 34 soldats nigériens ont été tués. 34. Vous croyez que c'est anecdotique? Comme par hasard, à la frontière entre le Niger et le Mali, il y a eu 34 soldats qui ont été tués. Apparemment, il y en a qui ne sont pas contents. Hein. Normalement, quand on nationalise 100% de l'uranium d'un pays au Niger, normalement, tout le monde est content. Ah non, il y a toujours une cinquième colonne, vous savez. Eh bien, écoutez, la cinquième colonne, elle a organisé un attentat. 34 soldats nigériens, Rabbi el-Hamoum, ont été tués. 34 soldats de cinquième. Parce qu'il y en a qui ne sont pas contents. Ben oui, le Niger a pris le contrôle à 100% de l'entreprise d'uranium sommaire. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Il y en a qui ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Parce qu'il y a une cinquième colonne dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde. Donc voilà, le monde Afrique. Le monde Afrique. Les actions et le patrimoine de la Sommaire, vous connaissez maintenant l'entreprise Sommaire, c'est l'entreprise d'uranium du Niger, sont intégralement transférés en toute propriété à l'État du Niger. Intégralement. Donc vous voyez, ça c'est le monde Afrique. Et ça date de quand? 20 juin. Donc le lendemain de la nationalisation. Voilà. 100% intégralement transféré à l'État du Niger. 100%. Nous, on donne 100% aux Turcs, à Tosciali, depuis 2007. Le Niger, lui, il prend 100% pour l'État du Niger. 100% de l'entreprise uranium appartiennent à l'État du Niger. Nous, 100% de l'entreprise d'acier de Tosciali appartiennent à des Turcs. L'Algérie a 0%. 0%. Est-ce que ça veut dire 0%? C'est qui défend l'Algérie? C'est les mercenaires de la cinquième colonne ou la Rachid Nekez? Dites la vérité. Quand je vous présente toutes ces comparaisons, qui défend vraiment l'Algérie? Qui défend vraiment la souveraineté algérienne? Est-ce que c'est les mercenaires de la cinquième colonne qui défendent que l'Algérie a 0% d'Antociali ou qui disent que maintenant, avec le nouveau code minier, l'Algérie n'aura que 20%, ou bien Rachid Nekaz qui est en train de vous dire que c'est possible de défendre la souveraineté nationale avec 100%, le Mexique a 100% du pétrole, le Niger a 100% de l'uranium, et l'Algérie, 20% des mines. Ya Rabbel Karim. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Et c'est une insulte aux Chouhada. Et je vous le dis droit dans les yeux. Et moi, j'assume tout, vous savez. J'assume tout. J'assume mes déclarations, j'assume mes actions. Là-bas, comme الدنيا موت on va tous mourir. أنا ما عادش تبان نفكر شيء. أنا ماشي فرنسا ولا أمريكان ولا سويسرا تدير لي تهديد تقول لي attention تهضر نبلوكي لك لي كونت. أنا ils ont tout bloqué les Français. J'en ai rien à foutre. اسمعوا مليح. Entendez bien. فرنسا دات لي كل شيء. العدالة في فرنسا دات لي كل شيء. ما على بالي بحتى واحد. أنا كي الزت مع جدك خبز وكاس حليب. هذا ما عندي. حنايا زوا ولا حنايا ساكنين في الدوار في الجزائر وكنا ساكنين في لاسيتي في فرنسا. حنا زوا ولا عندنا ما عندناش معليش عندنا الايمان في ربي سبحانه. بصح نيفنا حتى واحد ما يديهش. Personne ne prendra notre honneur. Je dis bien personne. Je n'ai jamais fui la justice, ni de mon pays, ni de la France, ni des États-Unis, ni de l'Espagne, d'aucun pays au monde. Je suis un homme libre dans ma tête, dans mes convictions, dans mon cœur et dans mon âme. Et je continuerai à défendre bec et ongle la souveraineté algérienne. Car moi, je respecte les Chouhada. Je ne brade pas l'héritage de nos Chouhada qui se sont sacrifiés pour que l'Algérie ait un passeport, un drapeau, une identité et une dignité. Jamais je ne braderai les richesses de l'Algérie héritées de nos Chouhada. Et quand je vois que le Mali n'a pas peur de récupérer, pardon, le Niger n'a pas peur de récupérer 100% de ses mines d'uranium. Quand je vois que le Mali a mis en place une raffinerie d'or et il la contrôle à 62%. Quand je vois que le Mali a modifié son code minier pour passer de 20 à 30% et que tous les problèmes qu'il y aura entre l'État malien et les entreprises étrangères seront gérés par la justice malienne et pas à la justice arbitrale à Paris ou à Genève, moi je dis
بارك الله فيكم يعطيكم الصحة les Maliens ويعطيكم الصحة les Nigériens وهذو النواب اللي باعوا البلاد ربي يهديكم إن شاء الله ربي يهديكم إن شاء الله وربي يهديكم إن شاء الله وحاشا اللي ما يستاهلش توجور حاشا اللي ما يستاهلش. Le Niger nationalise la filiale de la multinationale française de l'uranium Orano, un nouvel acte marquant la rupture du régime avec Paris. Ben oui, ils n'ont pas peur, eux, de rompre les relations avec Paris. Non, parce que كالناس عندنا عندهم les appartements في باريس, les comptes bancaires في باريس, في موناكو, عندهم ولادهم يقراو في باريس, يخافوا. les Nigériens ما يخافوش. Parce que ما عندهمش تبن في كرشهم. حنا على بالكم حنايا. Là, on n'a pas fait le nettoyage. Vous savez qu'on n'a pas fait le nettoyage, hein? Vous savez, il n'y a que 20 ministres et 3 anciens premiers ministres en prison. Bon, il y a quelques militaires, quelques hauts fonctionnaires, mais le gros du gros, Mazel, le gros du régime Bouteflika, il est toujours dans les institutions algériennes. Rien n'a été nettoyé. Il y a juste la façade. La preuve, regardez. 30 mandats d'arrêt internationaux pour corruption, il n'y en a aucun qui est recherché par Interpol. Donc ça veut bien dire que ceux qui ont été formés par feu Abdelaziz Bouteflika, ils sont toujours dans les institutions algériennes. Et c'est eux qui sont en train de vendre 80% des mines algériennes, du capital des mines algériennes. Ben oui, parce qu'ils sont toujours au pouvoir. Mais les Nigériens, ils n'ont pas peur, mais franchement, ben oui, ils n'ont pas peur. Et la différence entre l'Algérie et le Niger ou le Mali, c'est que nous, avant, on était libres, mais aujourd'hui, on n'est pas libre. Parce que nos décideurs ont beaucoup de points faibles. Beaucoup de points faibles. Pas tous, bien sûr, mais certains qui sont importants. Et donc, la France fait du chantage. Il n'y a pas que la France, il y a la Chine, l'Italie, etc., etc. Non, on n'est pas à l'aise. À votre avis, pourquoi je parle librement? Parce que personne peut me prendre par la main de laquelle je souffre. Personne. Je suis libre. Libre. Et moi, je garde mes principes. Mes principes sont arc-boutés. Comme on dit les principes, عندي المبدا راهم في البيطون حتى واحد ما يقلعهم لي حتى واحد ما يقلعليش المواقف تاعي والمبدا تاعي. Personne peut les enlever. Je dis bien personne. Il a Rabbi subhanahu. Personne peut les enlever. C'est pour ça que je parle librement. Je parle librement, mais dans les limites de la souveraineté algérienne. C'est-à-dire, pour Rachid Nekaz, il y a vraiment une ligne rouge. On ne touche pas à la souveraineté algérienne. On n'y touche pas. Et tous ceux qui touchent à la souveraineté algérienne, pour moi, ce sont des antinationaux, comme dirait diplomatiquement les partis politiques algériens qui ont demandé au président algérien de ne pas promulguer la loi sur le code minier. Vous savez ce que ça veut dire, antinational? C'est-à-dire c'est un collabo. Et en langage familier, c'est un traître. C'est ce que ça veut dire. Mais il faut être diplomate. Voilà, on va dire antinational. Antinational. C'est-à-dire contre la nation. Non, c'est grave ce qui se passe. C'est très très grave. Donc, alors les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait les Français? Ben, vous le connaissez les Français. Ben, la boîte française Orano, qui est contrôlée à 90% par l'État français, bah, va utiliser l'arbitrage international. Regardez. Un nouvel arbitrage. Voilà. Il menace de saisir des tribunaux étrangers parce que le Mali, je vous ai dit, pour les nouvelles, dans le code minier, c'est la justice malienne qui décide. Donc là, comme c'est les intérêts de la France qui sont en jeu, bah oui, les intérêts de la France. La France a menacé de faire appel à l'arbitrage international. Ben oui, la France ne plaisante pas. Alors, dans cette boîte, dans cette entreprise d'uranium, la France, donc Orano qui est détenu à 90% par l'État français, donc au Niger, dans cette entreprise qui s'appelle Sommer, la France, donc Orano, possède 63,40%. Vous avez entendu bien? Vous entendez bien? Donc dans Sommer, donc l'entreprise nigérienne, donc la France a 63,40%. Ok, 63,40%. Et l'État du Niger, via la société publique Sopamin, détient 36,60%. Vous voyez? 36. Voilà qui est 36. Voilà, 36. 60%. Ok? Donc vous voyez, au Niger, actuellement, le Niger a 36,60 et il n'est pas content. Alors que nous, on veut
On veut passer de 100% à 20%. C'est même l'air, hein. Au Niger. Actuellement, le Niger a 36,60% de ses mines d'uranium. Et il n'est pas content. Il est passé de 36,60 à 100. Nous, on est à 100% et on va baisser à 20%. Et on est content avec 20%. Regardez, lisez s'il vous plaît, lisez. من فضلكم اقراوا اقراوا. انا على بالكم انا مانيش عارف لو كان نبكي ولا نسكت. اقراوا. S'il vous plaît, lisez. Actuellement, le Niger a 36,60% et les Français ont 64,40% de la mine d'uranium. Et le Niger n'est pas content. Il dit, moi, je veux 100%. Voilà ce que dit le Niger. Je veux 100%. Et vous savez pourquoi il n'est pas content, le Niger? Parce qu'en théorie, dans le capital, je dis bien en théorie, dans le capital de l'entreprise d'uranium sommaire, en théorie, il a 36,60%. 36,60%. Mais dans la réalité, vous savez combien il a? Il a 9,2% de skin dans la réalité. Parce que les Français, c'est des malins. Les Français, on dit en théorie, bon, vous avez 36,60%, mais dans les faits, il s'est rendu compte, le Niger, qu'il n'avait que 9,5% des parts. Je lis la phrase. La société publique Sopam, donc du Niger, qui détient 36,60% des parts dans le projet, n'a récupéré que 9,2% des parts. Ben oui, parce que les Français, c'est des spécialistes de l'arnaque. Vous voyez? Parce que dans un gisement, on fait ce que vous voulez. Oui, sur un papier, vous dites que vous avez 36,60, mais dans les faits, vous donnez que 9,2. C'est la même chose qui s'est passé dans un gisement de gaz et de pétrole entre la frontière algérienne et libyenne. Donc, vous savez que Eni, qui contrôlait le gisement du côté libyen, a pris en 14 ans 4 milliards de dollars. Eni a volé 4 milliards de dollars de gaz et de pétrole pendant 14 ans. L'Algérie n'a jamais porté plainte, jamais. Shakib Khalil, qui était ministre, a dit non, il faut laisser Eni. معليش. عنا الخير معليش. خلوا Eni تسرق. Alors que les ingénieurs algériens disent attendez, vous voyez bien là. Parce que comme c'était le même gisement, mais entre deux frontières, bah, les ingénieurs algériens disent attendez, là, il y a les Italiens, là, ils sont en train de nous pomper notre gaz et notre pétrole. Chaque épreuve dit non, laissez, c'est pas grave. Et ben voilà, les entreprises, à partir du moment où vous les laissez contrôler votre gisement, ben, elles font ce qu'elles veulent. Qui va contrôler, par exemple, les Français dans l'uranium au Niger, ou là, qui va contrôler Eni quand il va exploiter son gaz et son pétrole dans les gisements? Personne ne peut les contrôler. Personne ne peut les contrôler. Vous croyez que c'est les Algériens, là, ils vont contrôler? Ils ne contrôlent rien du tout. Nous, on n'a même pas contrôlé pendant 14 ans 4 milliards de dollars de gaz et de pétrole qui a été volé par Eni dans le gisement entre l'Algérie et la Libye. Vous croyez que là, les Algériens ils vont contrôler ce que vont faire les multinationales dans le désert? Vous êtes sérieux? Là, l'oublie. Vous savez, derrière, c'est l'affaire des 80-20. Évidemment qu'il y a des choses pas très catholiques ou là pas très islamiques qui vont se faire. Ben oui, vous le savez. C'est un peu comme Tosciali. L'Algérie donne 100% à Tosciali. Et en plus, 8 ans, Tosciali ne paye pas d'impôts. Donc l'Algérie ne gagne rien. Elle fait des cadeaux, l'Algérie. Et comme par hasard, le président Tosciali, il est domicilié fiscalement à Monaco. Monaco qui est un paradis fiscal et qui pratique le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ben, évidemment que c'est là-bas que ça se passe. Je pense que... Allez, on va mettre ça au conditionnel. Il est possible, il serait possible que ceux qui ont signé le contrat avec Tosciali en 2007 et qui ont donné 100% aux Turcs, il serait possible qu'à Monaco, paradis fiscal, paradis du blanchiment des capitaux, peut-être que Tosciali aurait peut-être donné quelque chose en échange. Peut-être. C'est ce qui se passe avec la Sonatrach, vous avez vu. Farid Bejaoui, la Saipem Italie lui donne 198 millions d'euros, qu'il cache à Hong Kong, à partir de Hong Kong, il redistribue à Shakib Khalil, Omar Habboul, etc. C'est pour ça que c'est grave ce qui se passe. Et c'est pour ça que je suis très fier du Niger et du Mali. Regardez, ils n'ont pas eu peur. Hein. Regardez, les Français, ils ont dit au Niger, vous avez 36,6, mais dans les faits, ils n'ont que 9,2% des parts. Regardez, 9,2% des parts. Ben oui.
Vous croyez que vous pouvez faire confiance à des multinationales? Mais jamais, vous ne pouvez jamais faire confiance. Moi, je suis fier des Nigériens qui ont pris 100% de l'uranium, des mines d'uranium au Niger. 100%. Nous, 20%. 20%. Eh, Jazer, Hadja Kbira. Après, les gens disent, ah, Rachid, pourquoi tu es en train de discréditer l'Algérie? Non, je ne discrédite pas l'Algérie, je discrédite les gestionnaires de l'Algérie. C'est pas la même chose. Vous croyez que je vais applaudir quand l'Algérie donne 80% multinationales, alors que le Niger, il prend 100% de l'uranium? Vous croyez que je vais applaudir, moi? Moi, je suis fier du Niger et du Mali. Oui, je suis fier. Car eux, au moins, ils ont des ministres souverains et des gens qui défendent la souveraineté de leur pays. Nous, eux, ils n'ont pas donné 80%. Oui, en 91, ils ont donné 80%. Mais maintenant, ils ont dit c'est fini. Et nous, en 2025, on donne 80%. Et vous croyez que je vais applaudir? Et quand je vois les mercenaires qui défendent cette loi, c'est une honte. C'est une honte et c'est une honte. Et c'est une insulte au Shuhada. Donc, Jeune Afrique, le Niger tourne la page Orano en nationalisant la Sommer. Quelle fierté! Quelle fierté! 20 juin 2025. Le groupe français avait déjà perdu le contrôle opérationnel de sa seconde mine à la fin de 2024 dans un contexte de tension diplomatique entre Paris et Niamey, comme aujourd'hui. Sauf que eux, quand il y a une tension diplomatique, eux, ils nationalisent. Nous, on fait quoi? On donne des cadeaux à Total. Allez, donne des cadeaux à Total. Eux, quand ils ont un problème diplomatique, il y a un مشكل diplomatique. هيا تأميم l'uranium, ما كاينش اللعب. حنايا غير Total, غير cadeau, tiens. Ah, ربي الكريم. Eh oui, ça c'est des pays. Ça c'est des pays souverains. Regardez les Nigériens. Ils ont bloqué 1300 tonnes de concentré d'uranium. Regardez. 1300 tonnes de concentré d'uranium. Mais la bouche! Niger, mais l'abche. Mali, mais l'abche. Pourtant, c'est des... Il n'y a pas de liberté, mais il y a de la souveraineté. Ah, il faut choisir. Hein. Alors, Orano était fâché. Orano, le français, détenu à 90% par l'État français. Orano, communiqué officiel. Orano dénonce la volonté de nationalisation de la Sommer au Niger. Ah, il n'est pas content. Le 20 juin 2025. Regardez, communiqué officiel d'Orano. Il dénonce. Ah bah oui, parce que tous les pays qui nationalisent, c'est-à-dire Siyada, Amim, l'uranium, bah français, mais ah, chaud. Ils ont dénoncé, regardez. Dénoncé. Ah, ils sont pas contents, les Français. Hein. Ben oui, le Niger, un Doborgel. L'État du Niger a déclaré hier dans un communiqué du Conseil des ministres le 19 juin 2025, 60e anniversaire du coup d'État de Feu Houari Boumedienne, son intention de s'approprier, ben oui, ça leur appartient, l'entreprise sommaire détenue depuis 1968. Vous vous rendez compte, depuis 1968, la France avait le monopole de l'entreprise du Niger. Depuis 1968, regardez. C'est le communiqué officiel de Orano qui est le derrière, depuis 1968. Vous imaginez? Ça fait combien de temps? 32 et 25. 57 ans que la France contrôlait l'uranium du Niger. Eh bien, les militaires du Mali, ils ont dit, maintenant, du Niger, ils ont dit, c'est fini. Aïe, c'est fini. Aïe, dégage. Waouh. C'est beau, c'est pas beau. Et donc, dans ce communiqué officiel d'Orano, du français, qui est fâché, ils ont dit quoi? Ils ont dit que maintenant, qu'ils allaient engager plusieurs procédures internationales d'arbitrage. Donc, en gros, maintenant, c'est Orano qui menace le Niger de procédures internationales. Parce qu'eux, ils ont des avocats d'affaires. Bah, oui. J'espère que le Niger a changé son code minier pour dire que maintenant, c'est fini le code, l'arbitrage international. Vous vous en souvenez, en 2016, en Algérie, il y a le journaliste de l'Expression qui avait dit « Maintenant, c'est fini l'arbitrage international ». Mais dans le code minier, on n'a pas dit que c'est fini, on n'a pas changé ça. On laisse toujours, quand il y a un problème, c'est les étrangers qui vont décider. Normalement, l'Algérie doit dire, s'il y a un problème entre l'État ou une entreprise publique algérienne et des entreprises étrangères, normalement, c'est la justice algérienne qui décide. C'était le cas avec Feu Houari Boumedienne, mais là, non. Là, non. Dès qu'on a un problème, c'est Paris ou la Genève qui décide. L'oublie. Il n'y a plus rien. Niger, oui. Regardez, même la France, elle a peur. Elle a dénoncé. Elle n'a pas apprécié que le Niger s'approprie. Regardez, s'approprier.
On va céder 80%. Le Niger, il s'approprie 100%. Nous, on cède 80%. Alors, personne ne nous a obligés. Hein. En tout cas, publiquement, personne ne nous a obligés. Balak, tehdid fait téléphone. Il n'y a pas d'autre explication. Comment ça se fait que le Niger n'a pas peur de la France, n'a pas peur des multinationales, le Mali n'a pas peur de la France, n'a pas peur des multinationales, et l'Algérie a peur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a sûrement quelqu'un qui a appelé au téléphone, qui a dû menacer les décideurs algériens. Si vous ne donnez pas 80%, on va vous créer des problèmes. Bah oui. Moi, je ne vois pas d'explication. Est-ce que vous voyez d'autres explications? Vous croyez que l'Algérie n'a pas d'argent? Vous croyez que l'Algérie n'a pas d'ingénieurs? Vous croyez que l'Algérie ne peut pas exploiter des mines de gaz, de pétrole, l'or, l'uranium? Vous croyez que l'Algérie ne peut pas le faire avec tout l'argent et toutes les compétences que nous avons, et en Algérie, et à l'étranger? Vous croyez qu'on ne peut pas le faire? Et le Niger peut le faire. Donc le Niger peut contrôler 100% de l'uranium, et nous, on ne peut pas contrôler 100% de notre gaz, 100% de notre pétrole, 100% de notre uranium, 100% de notre or, 100% de notre phosphate. Vous croyez que l'Algérie ne peut pas le faire? Mais bien sûr qu'on peut le faire. Si le Niger et le Mali peuvent le faire, c'est que l'Algérie peut le faire aussi. Donc la seule explication possible, c'est qu'il y a eu des menaces par téléphone. Menaces de qui? Des multinationales, des pays occidentaux. Contre qui? Des décideurs algériens qui ont des comptes bancaires en Suisse, en France, à Hong Kong, etc. etc. Là. Donc, il y a deux solutions. Ou bien ces personnes-là démissionnent et laissent des gens propres اللي ما عندهمش تبن في كرشهم هما اللي يحكموا البلاد هما اللي يسيروا البلاد هما يدافعوا على السياده الوطنيه ولا نبقاو كيما هاك نبيعوا البلاد على جال هادو الناس هادو اللي عندهم تبن في كرشهم وفرنسا وامريكا والطاليان والصين يديروا لهم تهديد خيروا. Moi je préfère l'exemple du Niger qui a nationalisé 100%. Comme Houari Boumediene, il a nationalisé 100% du gaz en 1971 et 51% du pétrole. Moi, je préfère l'exemple du Niger. سمحولي أنا اليوم نستعرض بالنيجر وما نستعرضش بهذو الناس اللي باعوا 80% من الثروات تاع المناجم تاع الجزائر لشركة أجنبية. هذه باينة لا؟ Vous préférez quoi vous? 20% ou 100%? Vous préférez quoi? 20% ou 100%? Dites-moi ce que vous préférez. Préférez 20 ou 100%? Qu'est-ce que vous préférez? 20 ou 100? Moi, je préfère 100. Moi, je... Starb de Niger. C'est pour ça que France ما عجبهاش الحال avec هذا البيان تاع فرنسا. راه يدير تهديد. راه يتهدد في النيجر. Regardez la presse. Nationalisation de la Sommaire, compagnie d'uranium au Niger. Orano s'insurge, contre la volonté des autorités de l'évincer du pays. Ah bon, hein? Pourquoi nous, on ne fait pas la même chose avec Total? Pourquoi on laisse Total en Algérie? Comment se fait-il que l'Algérie n'a pas le courage d'évincer, c'est-à-dire de dégager Total, alors que le Niger a le courage de dégager Orano, qui est contrôlé à 90% par l'État français? Comment ça se fait? C'est-à-dire, في النيجر كان رجال وفي الجزائر ما بقاوش رجال. C'est ça. هذه المعنى تاعها لا؟ ولا راني غلط؟ Regardez, le Niger a expulsé la France. Et nous, on donne des cadeaux à la France. Alors, depuis 68, hein, depuis 1968, les Français Orano, qu'on appelait Areva, contrôlaient l'uranium du Niger. Depuis 1968. Et là, aujourd'hui, le Niger a dit, c'est fini. Le Niger, maintenant, prend le contrôle de 100% et on va vous payer. On va vous dédommager. On va vous donner une compensation pour les 63. Pour les 60... combien déjà 63,40% que vous avez. Vous inquiétez pas, on va vous payer. L'Algérie, non. الحكام تاعنا قالوا فرنسا pourtant رانا في أزمة خشينا مع فرنسا. Total, arrêtez, cadeau جديد. Donnez un nouveau cadeau. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Laissez nos enfants étudier en France. S'il vous plaît, ne touchez pas nos passeports diplomatiques, s'il vous plaît. Touchez pas nos appartements, s'il vous plaît. يا رب الكريم. وراك النيف تاع الجزائر.
Niger, Orano dénonce la volonté de nationalisation de sa filiale sommaire. Regardez, ça c'est Jeune Afrique. Ils dénoncent. Ben oui. Mais ils ont des hommes au Niger. Les راهم يسيروا في النيجر رجال درجاج حنا خايفين يخافوا. Niger il récupère 100%, حنا مدينا 80%. خطونا بالمشاكل برك, c'est ça qu'ils disent. Il y en a qui vont défendre encore la loi des mines. Et vous croyez que le président algérien il va signer, il va promulguer une loi qui donne 80% aux étrangers alors que le Niger, la Croix-Rouge algérienne, le président algérien a donné l'ordre d'envoyer des camions, des avions pour donner à manger au peuple du Niger. Mais le Niger, il a une fierté. 100% de l'uranium est récupéré. Et nous, on va donner 80%. Et vous croyez que le président algérien il va signer une loi qui donne 80% au Niger, notre pays voisin musulman, qui a une pauvreté terrible, lui a eu le courage de nationaliser, et nous on va donner. C'est pas possible ça. Et j'espère que le président il regarde cette vidéo. Monsieur le président, vous ne pouvez pas laisser l'Algérie céder 80% des parts dans les mines alors que le Niger a nationalisé à 100%. Mais c'est pas possible ça, monsieur le président, voyons. C'est vous-même qui avez donné l'ordre de donner de la nourriture, des cargos entiers de nourriture avec le Croix-Rouge algérien. Et on vous a demandé de promulguer une loi qui signe l'abandon de 80% de la souveraineté algérienne dans les mines algériennes. Mais c'est impossible, même à imaginer. Ne vous laissez pas faire par les pressions que vous subissez. Je sais que vous subissez beaucoup de pressions. ما تخليش هادو الناس هادو يغلطوك ويدخلوك في البير يا سيدي الرئيس. Hein, la preuve, regardez. La France, elle dénonce. Elle est fâchée. La France dénonce la volonté de nationalisation. Ben oui. Les Occidentaux, ils veulent pas que les pays nationalisent leurs richesses. Ils préfèrent qu'on donne 80%. Qu'on leur donne 80%. Nous, on a 20% seulement. On a 20%. Et puis, on reste avec... On a 20%. On touche l'argent. Et puis on reste avec une cravate, costume, chemise blanche. Et les autres, ils vont se salir, ils vont prendre les richesses, ils vont enrichir leur pays. Nous, on va appauvrir notre pays. Alors, maintenant que je vous ai fait une très longue introduction d'1h22. Maintenant, on va reprendre les déclarations du ministre de l'énergie et des mines, M. Mohamed Arkab. قال لك la souveraineté nationale est une ligne rouge. Alors c'est quoi ça la souveraineté nationale? C'est quoi? C'est 20%? C'est 20% ou la 100%? Il faut nous expliquer. Parce que la souveraineté nationale au Niger, c'est 100%. Et apparemment pour M. Arkab, la souveraineté nationale, c'est 20%, c'est ça? M. Arkab, Niger. 100% ils ont nationalisé l'uranium. 100%. C'est des mines l'uranium. 20% c'est ça la souveraineté. La souveraineté nationale est une ligne rouge. Mais c'est quoi la ligne rouge? La ligne rouge c'est quoi? C'est 100%. On est à 100% aujourd'hui. Pourquoi vous touchez une loi qui déjà valide le fait que l'Algérie est à 100%? Parce que l'actuel code minier algérien dit que l'Algérie a 100% des mines. Pourquoi vous avez changé la loi minière alors qu'on a déjà 100% comme le Niger maintenant? Pourquoi vous voulez changer ça? Allège. Pourquoi? Alhamdoulilah, on est bien. Pourquoi vous avez changé la loi? Pourquoi vous avez changé la loi alors qu'on a 100% déjà? Donc, c'est quoi cette contradiction? Donc, M. Arkab Galek, la ligne rouge. Et là, on vient de donner 80%. Alors qu'on avait 100%. Nous, on a un vrai problème. On a un énorme problème. Galek, la souveraineté nationale est une île rouge, alors que c'est lui-même qui donne 80%, alors qu'aujourd'hui, nous avons 100%. Comme le Niger. 100% le Niger.
Moi, je pense que dans la tête de M. Mohamed Arkab, la souveraineté nationale, il n'en veut pas. C'est plutôt une ligne transparente, puisqu'elle a été franchie, cette ligne rouge. Elle a été franchie, M. Mohamed Arkab, à cause de votre projet de loi qui a été voté par le Parlement, qui a cédé 80% des richesses minières de nos chouhada, alors que le Niger a nationalisé à 100% ses mines d'uranium. Galec, la souveraineté nationale est une ligne rouge qui ne peut être franchie en aucune circonstance. Ah bon, hein? Vous donnez 80% aux étrangers et vous osez dire la ligne rouge ne peut être franchie en aucune circonstance. Le Niger, oui, il défend la souveraineté nationale. 100%. Mais 20%. Et en plus, il ose dire que cette loi minière renforce la souveraineté nationale. Vous imaginez comment l'Algérie, les décideurs algériens sont tombés bas. Regardez ce qu'il ose dire. يقول باللي هذا القانون الجديد راه يبيطوني في السيادة الوطنية. وي كتبيطوني ولات رملة السيادة الوطنية. السيادة الوطنية الجزائرية كانت بيطون مع 100%، دوكا ولات الرملة مع 20%. يا وزير، يا سيدي الوزير، الطاقة والمناجم، ما راكش فايق بروحك اش راك دير. ما راكش فايق بروحك اش راك دير، والله ما راك فايق بروحك واش راك دير. ولينا كان عندنا 100% من المناجم تاع الجزائر، دوكا على جالك انت رانا فرحانين كي عندنا 20%، وراك تقول باللي هذا القانون الجديد راه يبيطوني في السيادة الوطنية وتقلبتها الرملة 20%. Voilà. Et puis après, on va arriver à 0% comme Tosciali. Je vous ai dit que j'allais revenir à Tosciali. Tosciali depuis 2007. Je vais vous montrer la date pour ceux qui n'ont pas compris. Depuis 2 octobre 2007. Regardez. Document officiel de la COSOB, Commission d'organisation de la surveillance des opérations de bourse d'Alger. Regardez. La société Tosciali a été créée le 2 octobre 2007. Et 100% du capital de Tosciali, je dis bien 100%, n'est pas algérienne. 100% du capital n'est pas algérien, il est 100% turc. 100% turc. 100% turc. 0% algérien. Et en plus, pendant 8 ans, Tosciali ne paye pas d'impôts pendant 8 ans. قولوا لي واش الجزائر تربح 100% من راس المال تركي وما يخلصوش الضرائب. قولوا لي واش من الفايده عندنا؟ هذا ما كان. J'ai déjà proposé une solution. Pour ceux qui disent Rachid ne fait que critiquer, ne propose pas, j'ai proposé qu'on rachète 51% de Tosciali. 51%. On a fait la même chose en 2014 avec Nejma. L'Algérie en 2014 a acheté 51% de Nejma et en 2022, on a racheté la différence, c'est 96,3 je crois, ou 0,7. Pourquoi on ne fait pas pareil avec Tosciali? D'abord, نبداو 51% نشرو الاسواق نتاع توسيالي ومن بعد نشرو 100% لو كان بغينا. Ça c'est une solution. Mais on ne peut pas laisser Tosciali qui va exporter 4 milliards de dollars en 2026. Regardez, 4 milliards de dollars en 2026, posséder 100% du capital et nous on n'a rien du tout. C'est pas normal ça. Regardez le Niger. Le Niger, lui, il défend son pays. Le Niger a nationalisé. Le Mali a nationalisé. Regardez, le Mali a pris 62% d'une raffinerie d'or et le Niger a pris 100% de son uranium. Voilà, nationalisation de l'uranium. Et nous, on donne 80%. C'est quoi cette blague? C'est pas sérieux, ça. On n'a pas voté pour un gouvernement qui cède 80% de son capital à des entreprises étrangères. Donc oui, je propose de racheter 51% de Tosciali. On ne peut pas laisser Tosciali exporter 4 milliards de dollars
en 2027 en disant « Oh oui, l'Algérie exporte 4 milliards de dollars hors hydrocarbures alors qu'on possède 0%. » Non, il faut qu'on rachète au moins 51%. Alhamdoulilah, on a de l'argent. On a de l'argent. Alhamdoulilah, on a 72 milliards de dollars. Et en 2014, l'Algérie a déboursé 2,6 milliards de dollars pour acheter 51% de Nejma. C'est ça. Gérer un pays défend la souveraineté nationale. C'est ça la ligne rouge de la souveraineté nationale. C'est quand on possède 51%. C'est pas quand on donne 80% aux multinationales. عيب على بالكم بلي عيب عليكم واش راكم ديروا. Alors مسكين وري بومدين. مسكين المرحوم وري بومدين. 71 24 فيفري 100% من الغاز قال لك جزائري و51% من البترول جزائري. كان يشوف باللي 100% من الحديد راه تركي الجزائر ما عندها والو على بالكم بلي يبكي. Alors je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi le président Houari Boumediene a réussi en 71 à nationaliser le pétrole et le gaz? Parce que c'était un militaire, il avait l'armée avec lui. Alors que le premier ministre iranien Mossadegh, lui c'était un civil. Et quand en 51 il a décidé de nationaliser le pétrole et le gaz, il n'avait pas le soutien des militaires. C'est pour ça que 2 ans après, il était victime d'un coup d'État. En 1953, vous voyez, 1953, il était renversé, Mossadegh. Un grand intellectuel, un grand nationaliste. Donc, il n'y a que les militaires qui peuvent défendre. Je dis bien, il n'y a que les militaires qui peuvent tenir tête aux multinationales et qui peuvent défendre la souveraineté nationale. Comme Houari Boumediene al-Marhoum en 71. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé, et je n'ai toujours pas été entendu, au président de la République, Sir Abdelmajid Tebboune, de nommer un militaire, un général, vice-président de la Sonatrach, pour contrôler tous les contrats de gaz et de pétrole et maintenant dans les mines de notre pays. Tant qu'un général ne sera pas nommé vice-président de la Sonatrach, et ce général aura pour but de contrôler, de superviser tous les contrats de gaz et de pétrole, l'Algérie ne pourra pas garder sa souveraineté nationale. Je dis bien, elle ne pourra pas. Car il n'y a que les militaires qui ont le soutien de l'armée qui peuvent tenir tête aux pressions des multinationales. Donc tant qu'on aura des civils, vous verrez que l'Algérie va perdre sa souveraineté. Et c'est parce que Houari Boumediene était un militaire, il avait le soutien de son armée, qu'il a pu en 67, 2 ans seulement après le coup d'État, 2 ans seulement, juin 67, il a décidé d'arrêter de livrer du pétrole aux Américains et aux Anglais, et il a rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique. Vous imaginez? Pourquoi il a pu faire ça? Parce qu'il avait le soutien de l'armée. Si vous n'avez pas le soutien de l'armée, vous croyez que vous pouvez rompre les relations diplomatiques avec les États-Unis? Vous croyez que vous pouvez nationaliser les entreprises américaines? Et dès 1968, il a nationalisé la compagnie américaine de pétrole Getty Oil. Parce qu'il avait le soutien de l'armée. Sans soutien de l'armée, vous allez vous faire renverser en un rien de temps, comme en Iran avec le premier ministre Mohamed Mossadegh, en 1953. Il faut l'armée pour défendre la souveraineté. Et oui, et c'est pour ça qu'il a signé l'ordonnance de nationalisation des hydrocarbures. Regardez, journal officiel, 25 février. Voilà, 25 février 1971. هذا هو الجورنال officiel تاع البلاد. Ordonnance de feu Houari Boumediene. Jeudi 25 février 1971. Vous voyez, ordonnance du 24 février 71 du président Houari Boumediene. Vous voyez, ordonnance. C'est une ordonnance, c'est même pas une loi. Houa Houari Boumediene. Ben oui. Lui seul, la PN, la Majlis al-Umma, la والو. Houari Boumediene بالاسم الشعب الجزائري بس هو كحاكم الجزائر قال لك ordonnance simple signature لا لا بي ان لا وزير الطاقه لا والو شوفوا بعينك ordonnance c'est-à-dire هو بروحو يسني ordonnance du 24 février 1971 واش نقول لكم استغفر الله يا ربي العالمين. Ordonnance numéro 71-8 du 24 février 71 portant nationalisation des biens
part, action, droit et intérêt de toute nature des sociétés filiales ou établissements connus sous la raison sociale, etc., etc., etc. Ordonnance. Il a dit au nom du peuple, au nom du peuple, au nom du peuple, Houari Boumedienne a signé une ordonnance. Ce n'était même pas une loi. Là, la PN, c'est le président en personne qui a signé la nationalisation du pétrole et du gaz algérien. Ce n'est pas la PN, ce n'est pas le Conseil de la Nation. Donc je renouvelle mon appel au président de la République, Sir Abdelmajid Tebboune, de ne surtout pas signer, de ne surtout pas promulguer la loi sur les hydrocarbures qui accorde 80%, 80% aux entreprises étrangères. Voilà ce que je vous demande de façon solennelle, patriotique et souveraine. Faites comme le président Houari Boumedienne. Nationalisez au lieu de privatiser 80% du capital des ressources minières de notre Algérie. بارك الله فيكم. تحية الجزائر والله يرحم شهداء.